Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Christophe Lagarde, député des Seine-Saint-Denis et président de l'UDI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, on commence par quoi? On en parlait il y a 2 secondes avec l'opinion. Cette suppression de la taxe d'habitation, encore une fois, pour les 20% des Français les plus aisés. La suppression est supprimée, c'est le message qu'on a pu comprendre, encore qu'on a compris tout son contraire en 48 heures. À quoi joue le gouvernement dans cette affaire? C'est quoi? C'est du cafouillage, du zigzag, c'est un revirement fiscal. Vous y voyez clair, vous? Non, évidemment. Ce qui est frappant, c'est que le gouvernement n'a plus aucun cap. On nous disait une chose très juste, que nous portions aussi d'ailleurs, qui était qu'il faut, en début de quinquennat, appliquer une politique fiscale et ne plus en changer, pour que les ménages, pour que les investisseurs, pour que les entrepreneurs puissent savoir où ils mettent les pieds dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Quand vous placez de l'argent dans une entreprise, quand vous prévoyez un projet d'investissement personnel, un appartement, vous avez besoin de savoir combien vous toucherez dans 4 ans, dans 5 ans. Et on est revenu, comme vous le dites, dans le zigzag, dans l'hésitation. Bref, sous l'effet de la panique, il n'y a plus de cap du tout. Mais sur cette histoire de la taxe d'habitation, il y a d'abord et avant tout, pardon de le dire, une promesse démagogique faite au moment de l'élection présidentielle, qui a beaucoup joué dans l'élection d'Emmanuel Macron, qui était de dire on va prendre 80% des Français et on va leur supprimer la taxe d'habitation et faire peser ce qui reste de la taxe d'habitation sur les 20% en question. Lorsque la loi a été adoptée, le Conseil constitutionnel a dit vous ne pouvez pas faire ça. On vous laisse le faire temporairement, mais on vous demande une réforme de l'ensemble de la fiscalité locale. Ce qu'il aurait fallu faire, d'ailleurs, de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 impôts locaux. L'impôt, la taxe d'habitation que tout le monde paye aux percepteurs, et puis la taxe foncière que tout le monde paye. Mais les uns, les propriétaires, la payent aux percepteurs, et les autres la payent aux propriétaires. Quand vous êtes locataire, vous payez la taxe foncière de votre propriétaire à travers votre loyer. Oui, pour partie, oui. Mais bien sûr, moi j'ai dirigé par exemple un office HLM dans ma ville, ça représentait en réalité 2 mois entiers de loyer, la taxe foncière que cet office HLM faisait payer. Ce n'était pas un cadeau fait aux locataires. Aujourd'hui, on en est, et vous venez de le dire, on en est dans la situation où le gouvernement se dit, on pourrait finalement... Pardon, je coupe, mais Bruno Le Maire, il n'est pas né de la dernière pluie. Il y a une forme d'amateurisme. Ça navigue à vue. Ça navigue clairement à vue parce que, comme je le disais, il n'y a pas de cap. Mais qu'est-ce qu'il dit lui et d'autres, et paraît-il sanctuarisé ou sanctionné par l'Élysée. Il s'est contredit en 48 heures. Mais c'est n'importe quoi. Entendons-nous bien, on nous dit les 20% des Français les plus riches, ceux qui continuent à payer la taxe, 6 millions de Français. Ouais. Mais de qui parle-t-on? On parle d'un salarié qui seul touche 2 250 € par mois. On parle d'un couple avec un enfant qui touche 4 000 € par an. C'est ça les riches? On est revenu aux riches de François Hollande, hein, parce que c'était à peu près la somme qu'il avait de mémoire fixée. Donc c'est n'importe quoi. Et la vraie réforme fiscale nécessaire, y compris demandée par le Conseil constitutionnel en disant vous ne pourrez pas laisser les choses en l'état et vous ne pourrez pas faire porter tout cet impôt sur 20% des Français parce qu'il y a une rupture d'égalité. La vraie réforme, c'est de prendre la taxe foncière et la taxe d'habitation, de fusionner les deux et de les mettre sous conditions de ressources. Parce que le paradoxe, c'est la justice. Ça, c'est votre proposition, mais ce n'est pas du tout dans les plans du gouvernement. Mais c'est ce qu'il devrait faire, pardon. Le paradoxe, c'est que la taxe d'habitation qu'ils ont supprimée, c'est celle qui tenait compte des ressources des gens. Il y avait déjà beaucoup de gens, notamment des retraités, qui étaient exonérés de la taxe d'habitation parce qu'ils ne gagnent pas assez. Par contre, la taxe foncière, ces mêmes retraités, ils la payent dans leur loyer ou dans le petit appartement ou le petit pavillon qu'ils ont acquis avec le fruit du travail de toute une vie. Jean-Christophe Lagarde, vous demandez au gouvernement d'honorer son engagement, de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français. J'ai compris que vous aviez il y a une alternative, mais pour l'instant, le plan, c'est de respecter la promesse qui a été faite aux Français. Le minimum, si j'ose dire, ce serait de respecter la promesse, l'annulation pour tout le monde, et en restructure et en réforme la taxe foncière à côté. Ouais. Ce qu'a laissé entendre l'Élysée il y a quelques heures, c'est que cette question, voilà, elle serait tranchée lors du grand débat. Il faut demander aux Français. S'ils sont pour ou contre cette suppression totale pour 6 millions de Français, pardon de dire que c'est une réponse là aussi totalement démago. Si vous demandez aux Français si 80% des Français doivent ne pas payer d'impôts pour que les 20 autres pourcents les payent, je vous assure qu'il y aura 80% de gens d'accord contre les 20 autres. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on rétablit l'équité fiscale ou qu'on rassemble le peuple de France. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ces 6 millions de Français, il y a beaucoup de... On parle des classes moyennes aisées, moyennes supérieures. Non mais on parle de qui? On parle des cadres. On parle des cadres, on parle des professions libérales, on parle des artisans, on parle des commerçants. Ça fait beaucoup de monde. On parle de ce qui reste de classe moyenne dans notre pays. Je viens de donner les salaires. 2 250 € pour une personne seule, c'est ça la classe moyenne. Mais eux, ils ne vont pas dans la rue. Eux, ils vont pas dans la rue. Ils ne vont pas manifester. C'est bien pour ça. Il y a peut-être pour eux un ras-le-bol fiscal pour les cadres, pour tous ces gens qui... C'est bien pour ça qu'ils vont les cibler. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que ce sont ces gens-là
candidats qui massivement ont voté Emmanuel c'est Macron aux l'électorat élections présidentielles. c'est son électorat. Donc il y a une double trahison, si j'ose dire, dans cette affaire. Mais ce qui me frappe le plus et ce qui me gêne le plus, c'est, pardon de le dire comme ça, la lâcheté politique. Dire à 80% des Français, est-ce que vous voulez que les autres payent des impôts? Je peux vous dire qu'il y a 100% des Français qui détestent les impôts qu'ils payent eux et qui adorent les impôts que payent les autres. Puisqu'on parle des impôts, j'ai vu que dans le cadre du grand débat, la question pourrait être posée de savoir s'il faut payer des impôts dès le premier euro. Oui. Apparemment, cette question elle pourrait être revenue, des discussions. Oui. Moi, je suis pour un impôt universel, dès le premier euro. Quitte à ce qu'on ait 20 ou 25 tranches, quitte à ce que quand quelqu'un soit au RSA, on revalorise un peu son RSA, mais qu'il sache que la vie collective, ça coûte de l'argent. Parce que vous le voyez d'ailleurs avec la crise sociale et le mouvement des Gilets jaunes. Tout le monde demande tout et n'importe quoi sans tenir compte, comme s'il y avait de l'argent qui tombait du ciel. Il faut plus de services publics, mais moins d'impôts. C'est juste pas possible. Parce que si on embauche un fonctionnaire, il faut le payer. Et pour le payer, il faudra bien qu'il y ait un impôt qui vienne en face. J'espère que dans le cadre du débat, les gens, on va clarifier ça, parce que effectivement, c'était pas clair dans la tête de tout le monde. Je suis pas sûr que ce soit très bien parti, mais l'avantage de l'impôt universel serait, pour le compte, que même quand vous êtes pauvre, vous payez même un peu symboliquement, même si c'est 10, 15 euros par an, même si on voulait donne dans une allocation, mais vous savez qu'il y a de l'argent qui sort de votre poche pour payer quoi? Pour payer l'école de vos gosses, pour payer l'accompagnement de vos parents, pour payer l'aménagement dans votre ville. Quand on supprime la taxe d'habitation à autant de citoyens d'une commune, ils peuvent facilement aller voir le maire et demander des garderies supplémentaires, des espaces verts, des gymnases. Ils n'ont plus l'impression que ça coûte, puisqu'ils n'ont pas l'impression de payer. Justement, ce grand débat, vous en pensez quoi? Ça risque pas de virer un peu à la foire d'empoigne, où on se dit que voilà, c'est bidon, ou peut-être, on souhaite évidemment qu'ils réussissent pour apaiser les esprits et tout le monde, mais ça peut vraiment réconcilier les Français, ce grand débat? Écoutez, on verra bien. Moi, je me sens dubitatif. D'abord, oui, en tout cas, j'ai quelques craintes parce que j'ai été maire pendant 16 ans. Quand vous lancez un débat, vous ne dites pas aux gens, venez autour de la table et chacun sort son idée, et on sait le concours l'épine de l'idée la plus farfelue. En général, c'est la plus farfelue qui va faire du média. C'est la plus farfelue qui va capter le débat et ça vous empêchera d'avancer. Quand vous êtes dans un débat, quand vous avez l'habitude de ça, vous avancez avec un projet, vous mettez ce projet au débat et vous acceptez de modifier éventuellement votre projet. Ça, c'est une méthode de débat. Ce n'est pas celle qu'a choisi le gouvernement, c'est ce qui m'inquiète. Il y a deux solutions. Soit ce débat est bidon et ça commence à se dessiner parce qu'on nous explique grosso modo qu'on va faire un grand débat mais qui ne changeront rien. Si c'est pour ne pas changer ce qui a été décidé par Emmanuel Macron, son gouvernement, sa majorité, je ne vois pas à quoi sert le débat. Et si c'est pour créer des frustrations, je pense que ça reviendra en boomerang plus violemment encore. Avec des propositions démagogiques qui risquent de ressortir. Et avec des propositions démagogiques qui inévitablement ressortiront. Et parce que la semaine de 32 heures payée 35 ou 39... D'ailleurs, pourquoi 32? 28, c'est beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, non, mais à un moment donné, c'est ce que je vous dis, c'est le concours l'épine de l'idée la plus stupide, mais la plus populaire, la plus trash, qui va faire beaucoup de médias. Donc ce grand débat ne servira à rien. En tout cas, moi, j'invite les Français à y participer. Je dis simplement qu'il y a une erreur de méthode. Il fallait que le gouvernement vienne avec un certain nombre de projets et surtout qu'il arrête de mettre des limites. Parce que, pardon de le dire, quand il commence à dire on ne parlera pas de l'ISF, moi, je ne suis pas pour le rétablissement de l'ISF. C'était un impôt qui était à la fois inutile et injuste. Mais quand vous venez en disant on ne parlera pas de l'ISF, vous croyez que les gens qui vont venir dans des salles de réunion, ils vont refuser, ils vont accepter de ne pas parler de ça? Bien sûr que non. Donc, si on devait en parler, il y aurait 80% qui seraient pour sa suppression, son rétablissement. Bien sûr. Quand M. Griveaux, le porte-parole du gouvernement, explique hier qu'il y a un certain nombre de sujets, la peine de mort, l'IVG, etc., je suis contre le rétablissement de la peine de mort, contre la suppression de l'IVG, mais il ne peut pas fermer tous les débats. Je vous en prends un, la PMA. Ce n'est pas une loi votée. C'est un débat. Ils ont décidé de le faire. C'est pas pour ça qu'Emmanuel Macron a été élu entre nous. Est-ce que les Français vont pouvoir en parler? Donc vous voyez bien qu'ils ont lancé le débat d'une certaine façon dans le désordre. Et donc je crains qu'on n'arrive pas à en sortir alors qu'on en aurait besoin des solutions politiques partagées par les Français. Dans le bazar, pour ne pas dire le bordel, qui existe aujourd'hui dans notre pays, la crise sociale, elle doit trouver une sortie économique, sociale et surtout politique. Ce débat aurait pu servir à ça, tels qu'ils s'y sont engagés. J'ai peur que ça ne marche pas. D'autant que Chantal Joanneau, vous avez vu, elle a jeté l'éponge voilà, du pilotage du grand débat suite à cette polémique sur son salaire. Elle a eu raison de démissionner? Oui, elle a eu raison parce qu'elle n'était plus en situation de le faire. Mais cette polémique sur son salaire, pardon de le dire, n'était pas décent. Elle n'a pas choisi son salaire. C'est le salaire des hauts fonctionnaires dans notre pays. Je peux faire une parenthèse. Elle ne touche pas 14 000 euros par mois, elle touche 11 200 euros par mois. C'est assez curieux que dès qu'il s'agit d'un responsable public, on parle du brut et on ne parle jamais du net, parce que ce qui arrive sur votre compte en banque, c'est le net. Mais c'est un salaire important. Toutes les autorités administratives, mais aussi un certain nombre de hauts fonctionnaires,
touche ces sommes-là. Il faut se dire une chose. Il n'y a pas une contradiction, ce que vous dites. Elle a eu raison de démissionner, en même temps, c'est pas sa faute. Si non, elle a eu raison de démissionner parce que dans le débat, dans le grand débat en question, elle l'a expliqué fort bien d'ailleurs, une des principales revendications, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat. C'est la question des salaires. Et forcément, si vous avez à la tête du débat quelqu'un dont le salaire est contesté, il n'y a plus de débat. Donc elle ne s'est pas sentie en situation, je la comprends, d'autant plus que c'est une femme à la fois très bien et très respectueuse de ce droit. Mais je vais vous dire une chose. Depuis des mois et des mois, j'entends que c'est la démocratie, que ce sont les élus qui coûtent cher dans notre pays, qu'on réglerait le problème d'ailleurs définitivement. Disons les choses clairement, un ministre, ça gagne moins que ses directeurs d'administration centrale. Dans quelle entreprise le patron est moins payé que ses subordonnés? C'est en réalité ça la vie politique de notre pays. Je vais vous dire une deuxième chose. On propose de supprimer ou de réduire un certain nombre de frais liés au fonctionnement démocratique. Si vous supprimez l'Élysée, totalement, vous supprimez Matignon, totalement. Vous supprimez le gouvernement, totalement. Vous supprimez l'Assemblée nationale, totalement. Vous supprimez le Sénat, totalement. Vous supprimez le Conseil constitutionnel. Vous savez combien ça représente? Ça représente 1,60 € par mois et par Français. 1,60 €. Donc on peut rendre ce pouvoir d'achat aux Français, ça leur paye un café tous les mois, mais on n'a plus de démocratie. Ouais. Non mais je dis ça pour qu'on arrête de courir derrière des faux lièvres. C'est-à-dire que c'est pas là qu'est notre problème. Notre problème, il est dans l'étendue de ce qu'on demande à l'État, et on lui demande peut-être trop. Il se disperse dans des missions qui ne sont pas les siennes et n'est plus capable de faire respecter l'ordre ou de rendre la justice. On n'a pas un budget de la justice digne de ce nom, mais on s'occupe de tout un tas de choses dont l'État ne devrait pas s'occuper. Notre problème, il est dans le fait que nous voulons avoir des services publics intégralement gratuits, et c'est un choix politique que partagé par une grande majorité des Français, mais qu'à côté de ça, il faut bien payer les impôts pour les payer, parce que si c'est gratuit, quand vous allez vous soigner gratuitement, quand vous allez en justice gratuitement, quand vous allez à l'école gratuitement, quand vous allez à l'université avec des frais d'inscription marginaux, tout ça se paye par l'impôt. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter les bobards aux Français. Soit on veut un modèle où les services publics sont largement gratuits, et à ce moment-là, il faut bien qu'on accepte de payer les impôts. La question, c'est l'équité des impôts entre les Français. Mais c'est la question qui est posée d'ailleurs par les Gilets jaunes quelque part aussi. Très bien. Mais est-ce qu'on est bien sûr que tous ceux qui posent la question sont ceux qui aujourd'hui ne vivent pas des impôts plutôt que d'en payer? D'autant que 10% des contribuables français payent 70% d'impôts sur le revenu. C'est quand même bien à ceux qui demandent de la progressivité, comme de rappeler ce chiffre, et vous voyez, qui est incontestable. Dans une ville comme la mienne, qui est une ville populaire, il y avait déjà la moitié de la population qui ne payait plus de taxes d'habitation. Donc on peut dire qu'il y a équité, mais enfin ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui paye l'intégralité pour les autres. Je pense donc que la question, elle est dans les services que nous décidons de bénéficier, comment dirais-je, dont nous décidons de bénéficier de façon gratuite, la façon dont on les organise, et on devrait beaucoup plus les décentraliser pour qu'ils coûtent beaucoup moins cher, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, et ce qu'on accepte de payer comme impôt, et ensuite comment on répartit l'impôt entre les uns et les autres. Jean-Christophe Lagarde, vous comprenez que ça choque en tout cas des Français de se dire que pour piloter un grand débat pendant quelques mois, on touche effectivement, alors vous avez raison, 12 000 ou 11 000 et quelques euros par mois en net. Vous comprenez que ça puisse choquer, ça? Alors que derrière, il y a des revendications de justice fiscale, de pouvoir d'achat. Je comprends qu'il y a deux choses. Si vous voulez avoir des hauts fonctionnaires, c'est le principe d'une haute autorité indépendante, qui soient réellement indépendants, il vaut mieux les rémunérer, parce que sinon ils vont se faire rémunérer par des institutions privées qui feront des pressions. Parce qu'elle n'était pas là pour piloter ce grand débat. Elle est là pour l'ensemble des débats publics, la construction d'un pont, d'une autoroute, etc. Et avant elle, c'était un haut fonctionnaire qu'on ne connaissait pas. On connaît Chantal Joanneau parce qu'elle a été ministre. Elle serait appelée Madeleine Simoneau. Personne n'aurait fait attention à ça. J'entendais, je ne sais pas si c'est exact, je n'ai pas encore vérifié, j'entendais qu'il y a 500 hauts fonctionnaires dans notre pays qui touchent ce type de salaire. Je préfère que ces fonctionnaires-là soient bien rémunérés, compétents et honnêtes, plutôt que, comme dans beaucoup de pays, des fonctionnaires qui sont sous-payés et qui sont soumis à la tentation. Allez, on parle maintenant des annonces d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Il nous parle d'encadrement du droit de manifester, parce qu'il y a cet acte 9 des Gilets jaunes qui arrive, c'est samedi, c'est voilà, dans 3 jours. Des fichiers pour des casseurs, le renouvellement du matériel des forces de police, c'était sur TF1. Est-ce que c'est efficace, tout ça? Est-ce que c'est concret? Ou est-ce qu'il aurait fallu être encore plus ferme en vue, encore une fois, des risques de nouvelles violences et de débordements? Vous avez là encore deux choses différentes. D'abord, ce qu'a dit le Premier ministre est une proposition que j'ai faite il y a 1 mois et demi. Il y a dans les manifestations
au début et surtout maintenant, deux types de personnes. Des gens qui, de façon bon enfant, viennent manifester et qui sont des familles de tout le monde. Et puis, il y a des professionnels de la casse, des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, qui ont même des camps d'entraînement, qui connaissent parfaitement des techniques policières, qui en général viennent provoquer les policiers pendant des heures devant une manifestation. Et Ils sont combien sur les 30, sur les 50 000? Parce qu'il faut expliquer qu'au début, on avait 300 000 personnes dans la rue, on n'a plus 300 000 maintenant. On a quoi, 50 000? On est 50 000 samedi. Sur les 50 000, quelle est la répartition? On ne sait pas, mais c'est quoi? Je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche qui viennent dans toutes les manifestations, les syndicats s'en plaignent d'ailleurs depuis des années maintenant, pour casser du flic, qui s'entraînent pour ça, pour piller, c'est 4-5 000 personnes. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, sont recensées, sont fichées, parce qu'on les connaît. Et donc, le fait de dire, comme on a fait pour les hooligans à l'époque, on avait un problème. Vous mettez dans le stade de France 80 000 personnes, et puis vous avez 2 000 personnes. Là, c'est le stade, là, c'est la voie publique. C'est la même chose, c'est le même principe, puisqu'une déclaration, une manifestation, elle doit être déclarée. Ouais. On a interdit à ces hooligans de pouvoir s'y rendre, mais surtout, on les a assignés à résidence au commissariat en les obligeant à pointer. Moi, je suis pour que ces gens-là ne puissent plus venir dans les manifestations, parce qu'on sait qu'ils ne viennent pas manifester, mais qu'ils viennent casser, et qu'on laisse du coup les manifestants manifester en sécurité, et qu'on sécurise aussi nos forces de police. Donc vous êtes favorable à ces mesures? Bien sûr. Elles seront efficaces, mais elles ne seront pas opérantes. Elles seront pas opérantes des samedis, là. Ah bah, il faut le temps de voter la loi. Ouais. Mais j'y suis d'autant plus efficace que je l'ai proposé, d'autant plus favorable que je l'ai proposé il y a un mois. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça vous retirera tous les professionnels du combat de rue, et ça permettra à la police de mieux faire son travail en meilleure sécurité et en sécurisant les familles. Vous redoutez le fait que ça puisse déborder, les nouveaux débordements, que ça dégénère encore une fois samedi, parce que Laurent Wauquiez dit, voilà, ce ne sont pas des réponses à très court terme, il faut le temps que ce soit voté en février à l'Assemblée. Je ne pense pas qu'on puisse redouter, puisque de toute façon, ça se produit maintenant tous les samedis. Ouais. Ce que je ne comprends pas, dispositif spécial, ce que je ne comprends pas, oui, enfin, ça fait 10 fois qu'on nous parle de dispositifs spéciaux et qu'on a les mêmes images. Ce que je ne comprends pas, pour dire les choses, c'est dans quelle situation l'État est-il aujourd'hui, ou par manque de volonté, on peut se retrouver avec 3500 manifestants à Paris, autant dire, pardon, à rien. À rien. Et que pour autant, il soit en mesure de casser le portail d'un ministère et de l'envahir. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être organiser la police et lui donner les ordres pour qu'elle puisse intervenir. Parce que si on n'est plus capable de maîtriser 3500 manifestants dans Paris, à ce moment-là, l'État républicain français... Donc le gouvernement n'est pas assez ferme, selon vous? Il y a une forme de laxisme envers, encore une fois, les casseurs? Bien sûr qu'on a laissé des débordements. D'ailleurs, sur les 50 000, je veux faire 2 observations. La première observation, c'est que, comment dirais-je, la plupart des rassemblements se déroulent bien. On a 4 ou 5 points chauds. C'est à ce moment-là qu'il faut concentrer les forces de police et la capacité de répression. Parce qu'à un moment donné, l'ordre doit revenir dans notre pays. Et la deuxième observation, c'est que 50 000 personnes, c'est même pas le Stade de France dont je parlais tout à l'heure. C'est quand même pas eux qui vont faire la loi. C'est quand même pas eux qui vont faire la loi dans notre pays. Qu'il s'agisse des pacifiques ou des casseurs. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous faites quoi concrètement pour mettre hors d'état de nuire ces casseurs, ces professionnels de la casse, comme vous les appelez? Qu'est-ce qu'on fait face à cette ultra-violence-là dès samedi? Vous vous souvenez, après ce samedi noir où on a vu l'Arc de Triomphe saccagé, les forces de police ont reçu des consignes différentes et la police a été efficace. Il faut à un moment donné leur laisser faire leur métier et ne pas les réfréner. Et donc faire en sorte qu'ils puissent procéder à des interpellations, que même de façon préventive, on place en garde à vue des gens dont on l'a vu dans les manifestations précédentes qu'ils venaient pour casser et pour piller, qu'effectivement on les fouille. Il paraît qu'il y a un leader des Gilets jaunes qui se plaignait d'avoir été arrêté parce qu'il portait dans son sac un masque, tu parles que tu viens dans une manifestation avec un masque juste pour envoyer des fleurs, et une arme par destination, comme on dit, quelque chose qui aurait pu servir à agresser les forces de l'ordre ou d'autres manifestants. Donc il y a une forme de laxisme, vous écoutez de la part du gouvernement qui ne donne pas les ordres, je trouve en tout cas, autant quand la manifestation était ce qu'on a vu du début des mouvements des Gilets jaunes, le maintien de l'ordre était nécessaire, mais assez bien organisé, autant depuis 15 jours ou 3 semaines, et particulièrement la semaine dernière, on se moque du monde. Je répète, est-ce que les forces de l'ordre, si on leur donne les instructions, ne sont pas capables de maîtriser 3500 manifestants dans Paris? S'ils ne reçoivent pas les instructions, ils ne savent pas faire. Mais on ne me fera pas croire qu'avec les moyens de la préfecture de police de Paris, on ne sait pas maîtriser 3500 manifestants dans Paris. 300 000, c'est compliqué. 3500, il ne faut pas se moquer du monde. Ouais. On voit bien que les mobilisations, elles sont moins importantes, mais le mouvement ne désarme pas. Et puis, il s'enracine, ce mouvement. Il y a toujours le soutien de l'opinion qui est derrière. On met de côté, évidemment, les casseurs.
y a une impasse pour le gouvernement, même s'il y a ce grand débat qui va s'ouvrir la semaine Mais prochaine. comme je le disais, quand vous avez une crise sociale, il faut trouver un débouché politique avec une solution économique et sociale. Alors, économique et social, on a eu 10 milliards d'euros, Le donc ça plus c'est fait. étrange, oui, mais c'est pas le sujet. Pardon, c'est pas une question de montant. Qu'est-ce qui est contesté en réalité? Je parle pour moi des gilets jaunes de l'origine, c'est-à-dire de ceux qui ont le soutien de la population. Ceux qui tapent des CRS à terre, ceux qui jettent, ils n'ont pas le soutien de la population. Ça, c'est pas vrai, c'est des bobards. On n'a jamais posé la question comme ça aux Français. Les Français, ils en ont marre et ils savent bien que c'est pas dans le bordel qu'on va trouver une solution. À l'inverse, il y a deux inégalités frappantes et qui sont, comment dirais-je, criantes pour les Français. C'est à la fois le fait qu'il y a une inégalité de revenus et d'impôts, et donc de reste à vivre, parce qu'il y a des tas de gens dans notre pays qui travaillent, qui respectent les règles, qui payent toujours tout, qui n'ont jamais droit à rien et qui ne s'en sortent pas. Et vous ne pouvez pas monter une société, vous parliez de classe moyenne tout à l'heure, sur un système où quand vous travaillez ou que vous avez travaillé parce que vous êtes retraité, vous ne pouvez pas vous en sortir. Pardon de vous le dire, à ce moment-là, la population se révolte et elle a raison. Et la deuxième chose, c'est l'inégalité entre les territoires. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les grandes métropoles mondiales, dont on a besoin pour notre compétitivité, et qui ont le droit, parce qu'ils ont plus les moyens d'habiter en centre-ville, qui ont le droit à tous les services publics. Et tous ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter là vivent dans des villes de banlieue, vivent dans des petites villes de province ou au fin fond d'une campagne, parce que c'est le seul endroit où ils ont trouvé le moyen de se loger, c'est ceux-là qui n'ont plus accès à la santé, qui n'ont plus accès à l'éducation, qui n'ont plus accès au transport, qui n'ont plus accès à la mobilité numérique, parce qu'ils n'ont même pas chez eux le débit nécessaire, y compris à ce que lui demande l'administration parfois pour les déclarations, etc. Si on ne rétablit pas de l'équité territoriale entre les Français, si chaque Français qui paye des impôts ne se retrouve pas dans la situation d'avoir droit aux mêmes services, là aussi, vous avez une inégalité qui révolte les Français légitimement. Donc en creux, je comprends que vous demandez plus de fermeté de la part du gouvernement et peut-être de ne pas miser sur son essoufflement, parce qu'on a le sentiment que Bien sûr, pour trouver une solution économique, sociale, mais surtout politique à une crise comme celle-là, il faut d'abord rétablir l'ordre. Ça ne suffit pas. Mais c'est nécessaire. Comme je le disais, ce n'est pas 50 000 personnes, quand bien même elles seraient très déterminées, qui vont dicter la loi à la France, parce que tous les autres Français, ils sont quoi dans ces cas-là? J'entends d'ailleurs souvent des gens qui se disent gilets jaunes, qui sont autoproclamés, entre guillemets, et qui disent « je représente le peuple ». Pardon, pour représenter le peuple, il faut se soumettre au peuple. Ouais. Et donc se soumettre au peuple, ça veut dire aller à des élections et suivre son jugement. Ils ont des élections bientôt, qu'ils le fassent, qu'ils se soumettent au peuple. On verra à ce moment-là ce qu'ils représentent et le pouvoir sera bien obligé d'en tenir compte. Ouais. Dernière question, Jean-Christophe Lagarde. Certains responsables politiques, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan ou même au Rassemblement national, certains disent qu'ils jouent un petit peu avec le feu, pas en excusant, mais en condamnant mollement, timidement, justement, les violences contre l'ordre républicain. Moi, je pense qu'il est de la responsabilité. Je pense qu'il est de la responsabilité de tous les élus, de tous les responsables politiques, de condamner toute forme de violence. Parce que nous avons la chance formidable de vivre dans une démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune et chacun de ceux qui nous écoutent a le droit d'avoir son opinion, de contester, de critiquer, voire de railler tel ou tel responsable. Mais chacune et chacun d'entre nous a le devoir de respecter l'opinion de l'autre. Et quand vous êtes dans la violence, vous n'êtes plus dans le respect de l'opinion de l'autre, vous êtes dans la négation de l'autre parce que vous voulez lui imposer par la force ce que vous décidez vous. À ce moment-là, vous n'êtes plus en démocratie. Bien sûr que ce n'est pas responsable de la part de ceux qui ne condamnent pas les violences. Qui veulent surfer, on peut parfaitement, et à l'Assemblée nationale on a l'habitude, être en désaccord sur beaucoup de choses. Au contraire, c'est la chance et la richesse de notre pays. Mais pour pouvoir être en désaccord, il faut d'abord respecter l'opinion de l'autre, même quand on la conteste, y compris avec virulence. Voilà, pas merci. Avec violence. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc, Jean-Christophe Lagarde, député des Seine-Saint-Denis et président de l'UDIT, et donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.